pourquoi ce panel sur un sujet au niveau européen? Bon, d'abord parce que j'ai une passion pour une forte sensibilité européenne déjà, mais au-delà de comparer en fait nos positions respectives de pays à pays, ce qui n'aurait pas forcément un grand intérêt, c'était d'avoir une vue d'ensemble en fait, de piocher des bonnes pratiques, d'interroger le rôle que la Commission européenne peut et doit jouer, et enfin de voir comment des collaborations au niveau européen peuvent vraiment être des leviers et une forte valeur ajoutée. Donc pour échanger sur cette table ronde, nous avons bien évidemment Agnès Salle, qui est haute fonctionnaire à l'égalité, la diversité et la lutte contre les discriminations au ministère de la Culture. Et elle nous parlera aussi de son action au niveau européen dans quelques instants. Et Claire Giraudin, qui est directrice de SACEM Université, mais qui est aussi surtout, et c'est à cet effet qu'elle est là, responsable pour la France du programme Key Change, qui est un programme européen. Donc nous avions Céline Lepage qui devait être avec nous. Comme beaucoup d'entre vous le savent, en fait, elle honore, malheureusement, en fait, elle ne sera pas des nôtres, elle est restée à Bordeaux pour un dernier hommage ce matin à Philippe Couder, qui nous a quittés la semaine dernière. Et nous sommes de tout cœur avec eux. Donc voilà, donc avant tout, il me faut la petite manette là-bas, qui est là. Donc avant tout, je tiens à souligner, à remercier l'équipe du CNM, qui est l'équipe de l'Observatoire de la veille et des prospectives, l'équipe de Margot de Mersman, qui travaille avec Séverine, que vous verrez tout à l'heure, qui ont fait un travail colossal, que je ne vais pas vous présenter en intégralité, bien évidemment, mais qui sera disponible sur le site du CNM dans quelques jours, quelques semaines. Donc ils ont fait une étude en comparant les politiques publiques, et notamment culturelles bien évidemment, dans 8 pays, donc le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, le Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède, ainsi qu'une revue de la stratégie mise en place à l'Union de l'échelle européenne, bien évidemment, notamment par la Commission européenne. Donc moi j'aurais voulu quand même vous donner un petit constat européen, parce que c'est toujours important de donner des chiffres. Et que la Commission européenne a mis en place un institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes qui s'appelle EGE, je ne sais pas si on dit comme ça, qui a été créé en 2010 dans le but de consolider et de promouvoir l'égalité des genres dans l'Union européenne, bien évidemment. Donc on y trouve des données, mais pas de données vraiment spécifiques à la musique. Donc ce sera un premier challenge européen dont nous reparlerons tout à l'heure avec Agnès. Mais en attendant... on va passer au PowerPoint. Je ne suis pas sûre de savoir comment ça marche. Si ? Il faut que j'appuie quelque part ? Voilà. Donc voilà quelques chiffres clés. Donc 30%, c'est la part des femmes travaillant dans la musique en Europe. 20%, c'est l'écart salarial en Europe entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs. Et 30%, c'est ce même écart de salaire entre les femmes et les hommes, mais dans la musique. Donc là, on a des chiffres aussi de Women in Music. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce graphique, mais vous irez le retrouver quand on aura évidemment mis en ligne notre étude. Et moi, je ne la vois plus. Mais en fait, c'est pays par pays. L'évolution de la part des femmes travaillant dans la culture, et en fait on ne voit pas bien là malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, je ne vois pas bien les couleurs, mais vous verrez que la France est pas mal, mais que la ligne que vous voyez tout en haut, si je ne m'abuse, c'est la Suède, donc on a encore quelques progrès à faire. Donc on a fait quelques focus en fait sur le secteur de la musique. Je suis allée prendre quelques chiffres, donc là on est vraiment sur des chiffres de Women in Music. Donc 20%, c'est la part de femmes auteurs, autrices, compositrices recensées. 2,3%, ça, ce sont les œuvres de compositrices qui ont été jouées dans des concerts en 2018. Donc c'est quand même très peu. 20%, c'est la part de femmes à des postes de direction. Donc on a encore beaucoup de travail. Et 15%, c'est la part de maisons de disques dirigées par des femmes.
Donc j'espère qu'on aura bientôt de très très bonnes nouvelles en ce qui concerne les directions de maisons de disques, en tout cas en France. Mais en attendant, voilà les chiffres actuels. Donc, si on revient à l'écart de rémunération, le rapport européen dont Agnès nous parlera un peu plus en détail tout à l'heure donne quelques explications sur cet écart de rémunération, dont notamment une répartition genrée au sein des secteurs. Donc, les postes occupés par des femmes sont souvent des postes de communication, marketing, administration, alors que les postes occupés par les hommes sont des postes de création et de technique. Et surtout, il y a une différence au niveau des responsabilités, puisque les postes de direction sont majoritairement occupés par des femmes. On s'interroge aussi aux freins pour les femmes, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les femmes n'accèdent pas, ou pourquoi souvent elles disparaissent entre, en tout cas pour les artistes, entre l'école, le conservatoire et des pratiques professionnelles? Donc en fait, il y a une implication encore majoritaire, bien évidemment, des femmes dans les tâches familiales et domestiques, qui est très peu compatible avec certaines données de nos métiers, comme des heures de travail qui sont souvent décalées, une importante mobilité qui est nécessaire au niveau national et au niveau international. Les concerts, souvent c'est le soir, il faut le tourbus, il faut partir en tournée et pas que. Et beaucoup d'emplois en freelance ou en intermittence, bien évidemment, donc avec un peu moins d'aide sociale. Donc ça, c'est la structure de la société qui donne ces freins. Et ensuite, on a également en fait, les stéréotypes de genre, dont on reparlera aussi plus tard. Et bien évidemment, le manque de visibilité des femmes, qu'elles soient artistes, musiciennes, techniciennes ou permanentes, salariées. Donc là aussi, il y a des pistes qu'on explorera ensemble au cours de la journée sur des solutions à trouver pour ces freins. Donc voilà en ce qui concerne ça. Donc du coup, Agnès, merci d'être avec nous. Donc Agnès a fait partie de cette initiative au niveau de la Commission européenne de ce qu'on appelle un MOC, qui est une méthode ouverte de concertation. Exactement. Donc Agnès, par rapport à ça, donc par rapport aux chiffres que nous avons vus à cet instant, en fait, je sais que le MOC, puisque je l'ai lu, c'est 153 pages. C'est passionnant, mais il faut s'y mettre. Hein, c'est dense, c'est dense. Donc, propose de créer un observatoire indépendant pour la culture et les secteurs créatifs qui pourrait prendre en charge cette initiative. D'abord, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Et en fait, la question, c'était aussi comment la France, du fait que vous le savez peut-être, mais la France prendra la présidence de l'Union européenne en janvier 2022. Quelle impulsion, en fait, à cette création, la France pourrait donner? Alors, peut-être, merci Corinne, quelques mots de cette initiative européenne intéressante à laquelle nous avons, la France, le ministère de la Culture, a contribué de manière très intense. Et je rends hommage au travail produit par Paul Vautrin-Grévis, qui travaille à mes côtés et qui a joué un rôle éminent au sein de ce groupe qui a rassemblé finalement la quasi-totalité, pas la totalité, mais la quasi-totalité des 27 États membres de l'Union européenne autour du thème, de la thématique de l'égalité femmes-hommes dans le champ de la culture, des industries culturelles et créatives, et qui a, au terme de plus d'un an de travaux, un peu perturbés par la crise sanitaire, qui a rendu plus compliqué les réunions à Bruxelles, tout s'est fait en ligne, mais tout s'est fait quand même, au terme donc de cette année et demie pratiquement de travaux, qui a rendu le rapport auquel Corinne faisait allusion, qui est un rapport très riche, très intéressant, assez compact, mais qui a l'avantage d'être accompagné également d'un résumé, d'une synthèse de recommandations qui, pour les plus paresseux ou les moins impliqués, constituent déjà un bon résumé du travail produit. Il s'est agi finalement de comparer les expériences dans les différents pays européens en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en constatant finalement, ce qui n'est pas vraiment une surprise, que la situation, malgré des écarts assez significatifs entre les pays, n'est globalement pas bonne. Et la crise sanitaire, puis, et en même temps économique, n'a rien fait, au contraire, pour améliorer la situation. Elle l'a plutôt aggravée. C'est l'un des constats communs
que les membres de ce groupe méthode ouverte de concertation, groupe MOC, ont mis en lumière. Et alors, en effet, j'en reviens à la question de Corinne. Parmi les recommandations, il y en a plusieurs, et elles sont, je crois, assez intéressantes, et il me semble que la France devra impérativement s'en saisir au moment de la présidence française qu'elle assumera entre janvier et juin 2022 pour non seulement les faire siennes, mais les porter au plus haut niveau politique et faire en sorte que peut-être pas la totalité, mais au moins une partie de ces recommandations entre dans les faits, dans l'ensemble du champ communautaire. Donc parmi les recommandations, en effet, figurent celles consistant à disposer, c'est un peu toujours la même chose, il faut compter pour savoir, Jean-Philippe le disait très bien tout à l'heure, donc la première recommandation, c'est unifier les données statistiques et faire en sorte qu'à l'échelle de l'Union européenne, on dispose de chiffres à la fois globaux, dans le plus grand nombre possible de domaines de la culture, mais également comparables. Donc ça impose une méthodologie commune pour la confection de tableaux statistiques. L'un des exemples qui ont été mis en avant, parce que ce rapport, vous le verrez, met en lumière un certain nombre de bonnes pratiques, piochées dans les expériences comparées des différents pays européens. Et parmi les bonnes pratiques françaises, on n'en a pas tellement, mais on en a quand même quelques-unes, figure l'Observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, qui est l'une de nos grandes fiertés, puisque depuis maintenant 9 ans, depuis 2013, cette publication du département études, prospectives et statistiques du ministère de la Culture, que nous avons depuis 2017 beaucoup contribué à enrichir, à augmenter en y ajoutant de nouveaux domaines de comparaison, de recueil de données statistiques. Donc depuis 2013, ce document permet de disposer à la fois d'une vision chiffrée, statistique très complète, il y a plus de 80 tableaux maintenant, de l'ensemble des domaines de la culture, de la communication, des médias, dans tous les champs, du ministère de la Culture lui-même, parce que c'est intéressant également de savoir, avant de donner des leçons aux autres, ce qu'on fait chez nous. Ça n'est pas forcément toujours admirable, il y a encore du chemin à faire. Donc, dans tous ces domaines-là, les tableaux statistiques permettent de disposer de chiffres, mais aussi, et c'est l'un des avantages de cet observatoire, nous avons la profondeur de champ qui permet de mesurer, de comparer les évolutions depuis maintenant 9 ans. Et la constatation que nous avons faite avec Françoise Nyssen en 2017-2018, c'est que ces tableaux, certes fort bien documentés, mais très complets et clairs et cruels, permettaient finalement de constater une chose, c'est que les chiffres n'évoluaient pas. Et que d'une année sur l'autre, tous les tableaux, mis à jour très méthodiquement par nos statisticiens, laissaient apparaître une grande constance dans le maintien des inégalités. Et donc, il nous a vraiment paru indispensable et urgent de donner un sacré coup d'accélérateur à ces politiques, ce que nous avons essayé de faire. Et je crois que l'exemple du Centre national de la musique et de la filière musicale est, avec l'exemple du cinéma, de l'audiovisuel, du jeu vidéo, l'un des bons exemples de ce que nous avons réalisé depuis les 2 ou 3 dernières années. Mais évidemment, ça n'est pas fini. Donc l'observatoire, outil utile, efficace, de comparaison, qui aurait vocation à être étendu à l'échelle européenne. Il faut savoir que beaucoup des pays membres de ce groupe de travail, de ce groupe MOC, ont fait état de crainte, en disant mais finalement, cet outil élaboré par la France, qui est devenu un peu un modèle de référence, c'est très difficile, c'est très compliqué. Nous n'aurons jamais les moyens de rassembler tous les chiffres disponibles. Donc là, la recommandation, évidemment, c'est de commencer petit, de ne pas avoir forcément une vision panoramique, celle que propose, encore peut-être insuffisamment, l'Observatoire de l'égalité en France, mais commencer au moins par des secteurs sur lesquels il est peut-être plus facile, dans tel ou tel pays européen, de disposer de données. Et puis, évidemment, d'élargir. Et l'un des points sensibles
consiste à essayer de mettre en place une méthode commune de façon à ce que d'un pays à l'autre, on puisse comparer les situations. Et c'est l'un peut-être des objets dont pourra s'emparer la France lors de la présidence française en 2022, que de proposer une méthodologie commune et un outil commun de comptage de la place des femmes dans les différents secteurs culturels. Parfait. Vous savez que pour la musique, vous pouvez compter sur nous, au CNM, avec notre équipe, qui sera bien évidemment, et on en parlera tout à l'heure, sur une méthodologie commune pour compter la place des femmes dans la musique. En ce qui concerne les recommandations, on a listé un peu les freins. En fait, est-ce qu'il y aurait quelques recommandations clés qui sont ressorties de ces échanges, et surtout, c'est pas quel est le pouvoir, mais comment faire en sorte que vraiment ces recommandations au niveau européen puissent avoir un impact sur les États membres? Ce sont deux questions différentes. Les recommandations, elles ne sont pas si difficiles que ça à élaborer et même à partager de façon assez consensuelle au sein d'un groupe qui rassemblait des pays qui ne sont pas du tout, mais pas du tout, au même niveau de prise de conscience et de volonté d'action sur le sujet de l'égalité. Je ne donnerai pas de nom, mais vous imaginez assez bien à quel pays je peux faire allusion. Donc les recommandations, encore une fois, je vais en donner quelques exemples, c'est assez simple. Passer à une dimension supplémentaire, faire en sorte que ces recommandations ne figurent pas simplement dans l'un des multiples rapports publiés sous l'égide de la Commission européenne, c'est une autre paire de manches. Et il faut une sacrée volonté politique pour y parvenir. Encore une fois, la volonté politique, je pense que nous l'avons en France, la ministre l'a dit tout à l'heure, et il est impératif que nous poursuivions sur ce chemin-là. Faut-il encore la partager au même niveau d'exigence, de pugnacité et de constance au niveau européen? Et ça n'est pas encore tout à fait le cas. Encore une fois, je place beaucoup d'espoir dans ce moment que sera la présidence française pour impulser, avec la complicité de partenaires européens, les pays, mais également la Commission elle-même. Nous avons une présidente de la Commission européenne dont vous avez vu qu'elle est très engagée, et nous nous en réjouissons beaucoup sur ces sujets-là. Il faut évidemment s'appuyer sur toutes ces forces convergentes pour faire prévaloir, mais à un niveau d'injonction, les politiques favorables à l'égalité. Parmi les recommandations, effectivement, plusieurs, enfin, je ne vais pas toutes les lister, mais quelques-unes au moins peuvent être énumérées. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'impact de la crise. La crise sanitaire, la crise économique et ses conséquences graves sur l'égalité peut également constituer une occasion de tremplin, une occasion de rebond compte tenu de l'importance considérable des moyens financiers mis à la disposition des différents États au titre des plans de relance qui sont en grande partie financés par l'Union européenne. Et on peut se dire, on peut rêver, on peut espérer que ces crédits abondamment dispensés dans les différents pays européens puissent également répondre à l'urgence de remettre et de mettre à l'ordre du jour l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous savons qu'il y a déjà une dimension transversale qui a été imposée par l'Union européenne, on s'en réjouit, c'est la dimension liée au développement durable. C'est très bien. Mais de mon point de vue, je considère comme au moins aussi important le fait de conditionner l'accès au crédit mis en place à la faveur des plans de relance européens à une meilleure prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça n'est pas encore le cas, mais rien n'empêche que ça le soit. Parmi les autres recommandations que je peux rapidement évoquer, figure, et Jean-Philippe l'a dit dans son propos introductif, la nécessité de ne jamais limiter le prisme de l'action à la seule question, même si elle est cruciale évidemment, de l'égalité entre les femmes et les hommes. La question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire du cumul des discriminations, on est femme,
on est de couleurs différentes, on est d'un âge différent, on est d'une orientation sexuelle différente, on est d'une origine sociale ou géographique différente. Tout cela se cumule comme autant d'obstacles sur un chemin qui n'est déjà pas aisé à parcourir. Et je pense que cette dimension-là mérite d'être pleinement prise en compte. Et je crois qu'effectivement, déjà en France, nous avons encore beaucoup de progrès à réaliser pour identifier les moyens d'aller plus loin sur la manière de mieux prendre en compte ces différentes sources, ces différents critères de discrimination. Et puis, il y a une autre recommandation, et puis je m'arrêterai là, je vous rassure, qui est extrêmement intéressante, puisqu'elle vise finalement à inciter les États membres à considérer les politiques d'égalité de manière complètement transversale, et dès l'abord, de considérer que finalement, aucune politique publique, déjà, et pourquoi pas, relevant de l'entreprise privée, ne doit être pensée, conçue, mise en œuvre sans qu'on ait immédiatement à l'esprit la manière dont elle peut concourir à l'égalité, à une meilleure égalité. Ça n'est pas très difficile, mais finalement, chausser ces lunettes-là, les lunettes du genre, comme on dit, c'est à la fois extrêmement passionnant, ça ouvre des perspectives formidables, et ça permet finalement de ne pas limiter, même si ça peut tout à fait être une première étape, les politiques d'égalité à une espèce de, excusez-moi du terme qui est un peu violent peut-être, une espèce de ghetto. On dit, ah oui, la politique d'égalité, on va la traiter aussi après, ensuite, quand on aura le temps, quand on aura l'envie, quand on aura les moyens. Non, les politiques d'égalité, finalement, elles se conçoivent dès le départ, dès la racine, dès l'abord. Et je crois que l'une des leçons intéressantes de cette concertation européenne, ça a été de mettre en lumière, de mettre en avant cette nécessité impérative qui s'impose évidemment à l'échelle de l'ensemble des pays européens. Merci Agnès. Donc là, on était vraiment sur les recommandations, ce qui fait qu'en fait, c'est vraiment du bon vouloir des États membres quand même. Mais il y a un autre sujet que je voudrais qu'on aborde, parce que là, pour le coup, la Commission décide, j'ai envie de dire, c'est l'implémentation en fait et la mise en œuvre concrète dans les programmes de financement de la Commission. J'ai lu le mot gender budgeting. Donc qu'est-ce que ça implique réellement et comment aujourd'hui vient d'être lancé le nouveau programme, par exemple Europe Créative, il y a moins de 2 semaines. Comment en fait on voit cet impact dans les programmes de la Commission? Là encore, peut-être deux approches et 2 réponses. La première, c'est ce qu'on appelle, parlons français, le budget intégrant l'égalité ou le budget sensible au genre. C'est la même... ça recouvre la même réalité, c'est-à-dire faire en sorte que tous les programmes budgétaires, parlons d'abord du budget de l'État, parce que c'est un bel outil quand même à notre disposition, mais également à l'échelle d'autres structures ou même d'entreprises privées, mettent en lumière systématiquement l'impact positif, négatif ou neutre de la dépense. Et ça marche également pour les recettes, mais parlons plutôt des dépenses, sur l'égalité. Est-ce que telle décision financière a un impact positif, négatif ou neutre sur l'égalité? On sait que la France, contrairement à d'autres pays, à la fois européens et extra-européens, est très en retard sur cette dimension-là. On sait que le Canada, le Maroc ont mis en place cette méthode de calcul qui est extrêmement éclairante et qui constitue déjà une première approche. Compter, on le sait, là également en matière budgétaire, c'est déjà prendre conscience de l'impact des modalités de financement d'un certain nombre de politiques dans le champ de la culture, mais également dans le champ de la santé, de l'aménagement du territoire, de l'ensemble des politiques publiques. Et c'est drôlement intéressant de vérifier finalement si ces milliards d'euros, centaines de milliards d'euros qui sont dépensés, influent positivement ou négativement en faveur de l'égalité. Mais le budget intégrant l'égalité, même si il nous faudrait encore, il y a des expérimentations, le ministère de la Culture d'ailleurs est l'un des ministères expérimentateurs à la demande de Bercy sur ces sujets-là, on espère aller plus vite, aller plus loin en la matière, mais même si on y arrive, et il faut y parvenir, ça n'est jamais, là encore, qu'un constat. C'est-à-dire, on vérifie ce que donnent les conséquences des politiques de dépenses publiques sur l'égalité. Mais s'en tenir là me semble
à la fois indispensable, mais également insuffisant. Parce que constater que la majorité, c'est une hypothèse de travail, que la majorité des politiques publiques ont un impact neutre ou négatif sur l'égalité et que rares sont les dépenses publiques qui favorisent l'égalité, une fois qu'on l'aura constaté, ce sera déjà bien de le savoir, de le mettre en lumière, mais ce sera encore insuffisant. Donc, pour aller plus loin, évidemment, et c'est la tendance que nous défendons, et je crois que nous sommes plusieurs, en tout cas dans cette salle, à la défendre, c'est faire en sorte que la dépense impacte positivement l'égalité. C'est ce qu'évoquait Jean-Philippe en disant finalement, il n'y aura pas de conditionnement strict, mais des bonus. C'est ce qu'a fait le CNC avec un bonus de 15% attribué au soutien financier automatique sur les films dont le plateau est paritaire. Donc on ne pénalise personne, mais on aide davantage. C'est déjà très bien. Et évidemment, le nirvana en la matière, c'est l'égaconditionnalité pure et dure. C'est-à-dire considérer finalement que les aides, au moins publiques, ne seront attribuées que si les projets présentés sont portés par des équipes paritaires, si les projets présentés intègrent déjà dans leur contenu même des actions favorables à l'égalité, en programmant davantage de femmes, en mettant davantage en lumière les talents féminins, en faisant appel dans tous les champs d'ailleurs artistiques, administratifs, techniques à des femmes. Donc c'est un degré supplémentaire. Et je crois qu'en effet, Europe Créative, comme d'autres projets, y compris au niveau national, commence déjà à s'interroger sur une manière au moins, non pas d'enjoindre, mais d'inciter. Par exemple, les appels à projets que le ministère de la Culture va diffuser, et a déjà commencé d'ailleurs à diffuser au titre du programme d'accélération des industries créatives et culturelles, qui est doté de 400 millions d'euros sur 4 ans. Ce programme, nous avons fait en sorte, avec les complices et amis du ministère de la Culture, que l'appel à projet soit ainsi défini et rédigé, qu'il incite déjà les porteurs de projets à s'interroger sur la composition de leurs équipes et sur la manière dont les projets eux-mêmes promeuvent l'égalité. Donc, il n'y a pas de conditionnalité, mais parmi les critères de choix entre les projets figure déjà cette dimension. Et je crois que progressivement, sans drame, ni agressivité, ni polémique excessive, je crois que cette manière de lier l'attribution de moyens financiers publics, déjà publics, considérables, et la prise en compte des enjeux d'égalité constitue une façon efficace, rapide, d'aller plus loin sur ce chemin. Merci Agnès. Un autre donc, levier, à mon avis, européen, c'est celui de la collaboration européenne. Donc là, on a Claire avec nous. Donc Claire, peut-être en quelques mots, déjà l'engagement de la SACEM sur les questions d'égalité et ensuite une présentation de Key Change que la SACEM porte en France. Merci Corinne. D'abord, merci au Centre national de la musique de m'avoir invité pour parler de ce sujet. Alors, l'engagement de la SACEM, en quelques mots, il est assez récent puisqu'on a mis en place en 2019 une commission égalité femmes-hommes qui est constituée d'autrices, compositrices, éditrices et d'auteurs, compositeurs, éditeurs. D'ailleurs, sa présidente pour l'année, je l'ai vue tout à l'heure, Christine Lidon était là, donc je tiens à la saluer. Je ne sais pas si elle est dans la salle où elle est sortie. Voilà, ça c'est le premier pas qu'on a fait. Cette commission, elle sert à quoi ? Elle sert beaucoup à réfléchir, à regarder, à partager les bonnes pratiques et à mettre en place en fait, les choses qui marchent bien ou à pousser les choses qui marchent bien. Pour ce qui concerne le travail européen, Key Change, alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas ce superbe programme, je vais le résumer le plus rapidement possible. C'est un programme qui a été créé en 2017 par l'équivalent anglais de la SACEM qui s'appelle la PRS, ou plus spécifiquement par leur fondation qui équivaut en fait à notre action culturelle à nous en France. Et
depuis maintenant juin 2019, ce programme qui avait d'abord été initié par la PRS bénéficie d'un soutien de Creative Europe à hauteur de 1,4 million. Donc ce n'est pas un petit soutien pour 4 ans maintenant, puisqu'en fait, on a une année décalée, vous savez, probablement vous en doutez, avec la crise sanitaire. On n'a pas pu travailler en 2020-2021 comme on devait le faire. Donc, heureusement, le programme a été étendu. Alors, c'est un financement européen qui marche comme beaucoup de financements européens, c'est-à-dire 1 euro investi par l'Europe doit se traduire par 1 euro investi par les partenaires. Donc, nous, SACEM, nous sommes avec le MAMA, qui est peut-être dans cette salle, l'un des sponsors principaux du mouvement en France. Et puis je peux quand même citer le bureau export, ex-bureau export, qui était évidemment aussi fer de lance de ce sujet. Alors voilà, le MAMA, le Kid Change, c'est 3 choses différentes et complémentaires. La première, c'est un réseau européen de festivals et de partenaires, organisations type SACEM, etc., qui signent ce qu'on appelle en anglais un pledge, en français un engagement, pour plus de parité à un horizon de 4 à 5 ans. Donc c'est quoi plus de parité ? C'est ça qui est génial avec Kid Change, c'est que tout est adapté à votre situation. Là, vous avez quelques signataires. Alors, il y a 500 signataires au total, 475 depuis hier. Ils ont annoncé les 500 signatures. Voilà. Ouais. Donc, 475 à l'international et 25 en France, qui est mieux qu'au début où on n'avait personne. Donc, moi, je dis petit pas, petit à petit. On vous a mis quelques exemples là. Donc, les signataires s'engagent à plus de parité. Ça veut dire, par exemple, vous êtes un festival, vous allez vous engager à programmer au fur et à mesure des années, vous aviez votre première année 10% peut-être de groupes où il y avait figuraient des femmes ou des gens non binaires. Vous vous engagez à faire 15% l'année d'après, 20%, 25% l'année suivante, etc., etc. Mais vous pouvez aussi vous engager à féminiser votre plateau, c'est-à-dire les gens qui travaillent, qui sont des techniciens, techniciennes, programmateurs, programmatrices, etc. Quand vous êtes un festival type BBC Live, où vous programmez énormément ou principalement de la musique classique contemporaine, et là, vous allez compter les compositrices que vous programmez. Vous allez vous engager à passer de 5% de compositrices programmées à 10, 12, 15, 25, etc. Donc, c'est à la fois très soft. Il n'y a pas de name and shame, comme on dit, c'est-à-dire on ne va pas vous afficher sur les réseaux sociaux ou sur des 4x3 si vous ne tenez pas vos engagements. Mais en même temps, c'est c'est une manière intelligente de le faire parce qu'il y a une espèce d'émulation entre tous ces signataires. Donc c'est que du positif. Deuxième aspect de Kid Change, le programme artistique qui est aussi essentiel et qui a commencé, donc, comme je le disais, en 2020. Donc, chaque année, il y a un peu plus de 74 personnes. La moitié sont des artistes, donc forcément autrices, compositrices, interprètes. L'autre moitié, ce qu'on appelle des innovatrices, mais ça, c'est peut-être pas très parlant. On pourrait dire des influenceuses plutôt. Ça peut être des gens qui sont dans l'innovation comme des gens qui font quelque chose pour la cause on va dire de l'avancement des femmes ou de la diversité. Alors, il y a une sélection, il y a donc des appels à candidature, et là, je fais la minute marketing à nouveau. Sachez que le prochain appel à candidature pour Kid Change, pour la promotion 2022, donc qui commencera janvier 2022 jusqu'à décembre 2022 inclus, va avoir lieu à partir du 5 juillet. Donc, mettez-vous sur les réseaux sociaux, Kid Change, SACEM, on va pousser les appels et passez-les à votre réseau, c'est hyper important. Donc, que font ces 74 personnes qui sont sélectionnées ? Elles sont invitées, les artistes comme les innovatrices, à participer à l'un des 13 festivals ou conventions professionnelles, ou les deux. Par exemple, le MAMA, vous savez, est à la fois une convention professionnelle et un festival. Elles vont être invitées à venir soit jouer
en showcase devant des professionnels, mais aussi un public normal, on va dire, ou bien prendre la parole sur des panels lors de ces événements. Donc, parmi les 12 pays qui participent à ce programme, il y a par exemple l'Italie, la Pologne, l'Islande, la Norvège, la Suède, l'Allemagne, le Canada, qui est presque un pays européen, mais en tout cas qui est très très impliqué dans ces sujets. Donc, il va y avoir un aspect professionnel et puis un aspect réseau. Donc, par exemple, cette année, évidemment, avec la difficulté ou l'impossibilité, plus exactement, de se produire ou de tenir les festivals et conventions, eh bien, tout s'est fait numériquement, y compris le mentorat, la formation, les échanges entre les diverses sélectionnées sur le programme. Elles vont travailler beaucoup ensemble. Et ça, peut-être, Corinne, j'en dirai un mot un peu plus tard sur les bénéfices de ce type de programme. Donc, voilà l'idée principale de KeyChange. Et puis, la troisième chose que je voulais rajouter rapidement, c'est qu'il y a aussi dans KeyChange des ambassadrices. Donc, pour l'instant, principalement au niveau UK, ils étaient européens aussi jusqu'à récemment, comme vous savez. Donc, des femmes quand même connues et engagées, comme Shirley Manson de Garbage, ou bien Nash, ou bien Peaches. Voilà, des gens comme ça, des femmes comme ça qui sont d'accord pour porter cette idée de diversité et d'égalité un peu plus hautement et avec, on va dire, l'impact médiatique qu'elles peuvent avoir. Voilà. Merci Claire. On a dépassé notre temps de parole déjà. J'avais plein d'autres questions à poser et on ne pourra pas le faire. Mais par contre, tout ça, vous le retrouverez en ligne. Hein. On a un site spécial sur le site du CNM sur toutes les initiatives égalité. Et évidemment, KeyChange en fait partie. Je vous remercie énormément pour votre participation. Merci Corinne. Et nous allons, je pense, directement passer à la suite.